Bonsoir, merci pour votre ponctualité, pour votre fidélité, votre attention. C'est ce soir le 58e cours d'astrologie en principe, mais comme on m'a sollicité de manière assez répétée et importante pour donner un aperçu de la situation actuelle dans notre belle France et un aperçu en matière non pas de la politique mais de politique. Pour quelle raison? Parce que nous parlons des sciences hermétiques et Djehutitot Hermès Mercure, le dieu de la chose ordinairement appelée le langage, c'est-à-dire la communication, l'éloquence, toutes ces choses-là, le dieu de la rhétorique, tout ça, est bien sûr impliqué, puisqu'on ne le sait pas assez aujourd'hui, mais c'était le dieu de la politique. Je vais donner quand même un cadre de départ à cette discipline élégante qui est l'art du discours, simplement pour vous rappeler deux choses. Je ne suis pas là pour influencer qui que ce soit, mais simplement pour faire état de cette culture qui n'a plus cours et qui pourtant est d'une grande importance, parce que le seul Dieu qui se soit déclaré clairement comme aide du genre humain, c'est Mercure. Donc il a bien spécifié dans ses charges qu'il était là pour éclairer l'humanité et l'aider dans ses difficultés. Il n'y a pas de plus grande difficulté pour un pays que de s'orienter, qui est la première chose. Et quand il s'est déjà orienté, qu'est-ce qu'il doit faire en deuxième, qui commence par la lettre R? Ce qui fait or, c'est rectifier. Je vous remercie. Donc, moi, je n'ai pas d'autre chose à proposer qu'une aide à l'orientation et à la rectification. Je pense que vous savez pourquoi cette demande a été faite, c'est que nous avons bientôt la charge, le devoir de répondre à la sollicitation politique majeure, en France tout du moins, savoir élire un nouveau président de la République par le vote. Or, ce qu'il importe de savoir, c'est est-ce que l'on parle franc ou non? Parce que, étant en même temps le dieu de l'éloquence et du discours, Mercure est aussi le dieu des menteurs, des commerçants. Et donc cela joue un rôle dominant. Donc les premières questions que l'on doit se poser, compte tenu du mot politique, qui prend le risque d'exposer le contenu étymologique de politique. On va demander à un spécialiste s'il veut bien. On va désigner un volontaire, ce sera Julien. Est-ce que tu veux bien procéder à la chose? Police, c'est la cité? Oui, ça c'est correct. On va s'en tenir là. En réalité, ce sont les règles de la cité. Peu importe, je pense que tout le monde a déjà cette notion en mémoire. Qu'est-ce qu'il importe de faire lorsqu'on élit un président de la République? C'est la personne qui semble le mieux porter le plus de qualité. Oui ou non, êtes-vous d'accord avec cette définition? Un président de la République doit au minimum représenter les meilleures et les plus nombreuses qualités de l'individu humain. Et en plus, il a une charge supplémentaire particulière. Quelle est-elle? La représentation du pays. Nous sommes d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il importe de savoir, premièrement, c'est comment on peut vérifier s'il a les capacités qu'il prétend avoir, puisque le problème se situe entre la vérité de la chose en soi et celle qui est déclarée par ce qu'on appelle désormais les médias, c'est-à-dire les intermédiaires. C'est exactement la fonction de ce Dieu, un Dieu intermédiaire. Je rappelle qu'il y a trois formes du vote. Quelles sont-elles? Il y a l'abstention, le vote blanc et le vote nominatif. Sommes-nous d'accord avec cette définition? Maintenant, les modalités du vote, elles sont établies depuis longtemps, depuis plusieurs républiques. Qui a en mémoire le moment où s'est instauré le vote dit démocratique? Périclès? Pardon? Périclès. Absolument faux. Non, c'est très récent, le vote démocratique, ça date... Non. Par rapport à la 5e République? Alors, il faut faire attention, j'ai bien spécifié, il y a plusieurs républiques impliquées, mais le vote lui-même, il ne s'est produit qu'après la décision et longtemps après. Qu'est-ce qu'un vote démocratique, chers amis? Il y a deux conditions pour cela. Toute personne y est appelée et toute personne majeure. Oui, non. Toute personne... Mais la condition sine qua non qui n'est pas modifiée, c'est quoi? S'il y a un cadre légal pour pouvoir voter, quel est-il? Ce sont des choses que je rappelle quand même. Hein.
Alors, pardon. Oui, non, il y a une condition préalable. Être viable civiquement. Il faut être citoyen français. Donc, vous voyez, il y a des petites conditions qu'on ne remet jamais en question. Et le vote s'obtient à quel âge? L'âge de la majorité, c'est-à-dire, souvenez-vous, qui a abaissé l'âge de la majorité de 21 à 18? C'était en quelle année? 74. Alors, qu'est-ce que ça permettait en outre de faire à cette époque, que personne n'a signalé dans les journaux? Mettre en prison des jeunes qui jouaient de la musique dans les rues. Par exemple, parce que c'est en effet une pratique qui a été mise en œuvre. Mais surtout, ça permettait d'ouvrir un compte en banque. Vous ne vous souvenez pas de cet aspect-là. Alors, il y a l'autre aspect, celui sur lequel je suis intervenu avant. Pour que le vote soit démocratique, il intéresse tout le monde, c'est-à-dire non seulement les hommes, mais les femmes. En quelle année est intervenu le vote des femmes? Vous? 46 ou 40? Non, bien plus tard. Non, 58. La légalité du vote des femmes est intervenue en 1958, c'est-à-dire très tard. Avant, les femmes étaient amenées à voter, mais dans le cadre censitaire antérieur. Bon, on ne va pas rentrer dans ce détail historico-technique, simplement, c'est pour rappeler les conditions actuelles du vote. Mais un vote, c'est un mécanisme. Ce qui nous intéresse, c'est voter, ça sert à quoi? On offre un pouvoir qu'on détenait à titre personnel à une personne et un gouvernement chargé de nous représenter. Dans quel domaine? D'abord, le domaine légal dit régalien. Explication. Qu'est-ce que le domaine régalien? Donc le domaine de rendre la justice. Oui. Mais attends, on va y aller doucement. Rendre la justice parce qu'on l'a prise. Si on la restitue, c'est qu'on l'a prise. Oui? Donc oui. Alors, je rappelle que, par exemple, notre bon le roi Louis IX, Saint-Louis, rendait la justice sous un chêne, mais comme un gland. Hein? Bon, passons à la suite. Décider de la paix. C'est pour que vous fixiez, hein, ces genres d'anecdotes, c'est pour que vous fixiez. Ensuite, Décider de la paix et de la guerre. décider de la paix et la guerre. Guerre et paix, ça veut dire pas très gros. Hein? Oui? Et faire les lois. Et après, ça se divise en 3 pouvoirs. Défaire et faire les lois, c'est l'expression napoléonienne, et tout cela pour attirer l'attention sur ce personnage particulier dans l'histoire, l'empereur Napoléon. On lui doit quoi et qui a permis d'accéder au vote et à toutes ces choses qu'on appelle la République. Le Code civil, c'est par l'établissement préalable du Code civil que toutes ces choses ont pu être mises en place. Donc on lui doit beaucoup. Celui qui était désigné par Nostradamus 2 siècles et demi avant son avènement, quasiment, comme il est moins prince que boucher. Et son objectif à cet homme-là était très particulier, c'est unifier l'Europe par les familles non royales. C'est intéressant comme définition. Il n'y est pas parvenu, enfin pas tout à fait, et c'est intéressant de voir que nous sommes restés des pays séparés les uns des autres, soit par des frontières naturelles, c'est l'exemple entre l'Allemagne et la France par le Rhin, entre l'Espagne et la France par les Pyrénées, mais c'est également pour le reste des choses de convention. On décide qu'ici ce sera l'Italie, là la France. Nous sommes bien d'accord. Mais l'intérêt du vote, c'est que tout le monde est susceptible d'en comprendre les enjeux. Or, quand le vote a été mis en route, il y avait des gens qui ne savaient pas lire le français parce qu'ils étaient, 1, illettrés, ou 2, ils étaient incapables de parler et de comprendre un autre langage que leur patois. Donc on voit que les choses ne sont pas beaucoup arrangées, puisque maintenant, combien y a-t-il de personnes incapables de lire quoi que ce soit en français et qui votent pourtant? Vous savez ce pourcentage? 40 millions de personnes. Non, ce sont les analphabètes, ceux-là, ils sont bêtes. Mais combien y a-t-il d'analphabètes qui sont amenés à voter en France? 1,7%. Oui, pourquoi? Parce que ça n'intéresse pas la chose politique, qu'on sache écrire ou lire, parce que ça n'appartient pas au droit. Voilà, pif, terminé. Donc, c'est grâce à ce hiatus que l'État, qui va remettre le pouvoir entre les mains du peuple, une fois n'est pas coutume, qui va ne pas en faire grand-chose d'ailleurs, puisque c'est un mécanisme bien huilé, il n'a absolument aucune responsabilité
dans la qualité des votants. Quelle est la différence entre une vraie démocratie et la démocrature dans laquelle nous vivons? Je l'ai déjà plusieurs fois exposé dans l'étendue des dégâts, dans les profondeurs de ces méandres, etc. Qui saurait dire en peu de mots ce que serait une démocratie ou une démocrature? Tu choisis quel mot? Parce que si vous choisissez démocrature, c'est beaucoup plus facile. Une démocratie, personne ici ne sait ce que c'est. Je dirais surtout que la différence, c'est le pouvoir révocatoire. Alors, c'est Alexandre qui parle de Alexo, je sauve, je porte secours, Andros aux hommes. Allez. On va essayer. La différence entre démocrature pour moi et démocratie, c'est l'aspect révocatoire qui manque à ceux qui vont donner le pouvoir à leurs représentants. Il y a deux choses, il n'y a ni révocation possible, ni contrôle. Alors, on verra après les structures du pouvoir, mais maintenant la différence fondamentale est celle-ci. On vous impose d'emblée, ici en France, de voter dans un cadre dit républicain. Vous n'avez aucun choix. C'est comme ça, c'est la condition sine qua non. Donc on vous dit c'est la chose publique dont tout le monde peut discuter, dans laquelle tout le monde se... Voilà. Le problème c'est que absolument rien n'est interdit. C'est un jeu, c'est un champ de course, c'est ce que vous voulez, sauf vraiment le jeu équilibré des voix. Alors là se pose un autre problème gigantesque qui a été évoqué sans le savoir par Tony, à savoir est-ce que de la quantité de votes on va récupérer la qualité d'un élu. Dès lors qu'on sait que la majorité des hommes est inculte, parce que justement le gouvernement, l'État n'a pas la charge régalienne de cette chose-là, c'est selon ce qu'il veut. Et à cause de cela, il fait ce qu'il veut. Voilà, petit à petit se fendiller la chose, se lézarder. Donc, quels sont encore les autres éléments régaliens du pouvoir en France? Battre monnaie. Alors, on sait que c'est plus possible, quasiment. Nous, on a la technique pour le faire, mais on n'a aucun droit sur la quantité et la qualité de nos monnaies. Et qui est-ce qui a fait abandonner cela? Tous ensemble? Giscard. Voilà. Voilà. Alors, M. Giscard d'Estaing, c'est un cas particulier parce qu'on sait que dans son destin, la politique est tout entière décrite. À savoir, c'est un monsieur qui s'appelait Giscard, comme beaucoup. Vous avez Giscard du Mans, Giscard du Pont, etc. Parce que les Giscards, à une époque, il y en avait de grandes quantités. Et qu'est-ce que c'est qu'un Giscard? Dans la langue ancienne, le Giscard, c'est le dernier, c'est le palefrenier, le dernier de la clique. C'est le dernier des fantassins dans l'armée. C'est celui qui porte les armes des autres quand ils sont fatigués. C'est celui qui s'occupe de tout. Alors, il fallait ennoblir cela. Donc, dans la famille Giscard, on a acheté une charge qui est liée à un lac, d'Estaing, etc. Et ça n'est pas le seul point commun de la clique qui s'était installée à cette époque. Je rappelle, et vous pouvez vérifier ce que je dis, c'est même très fortement conseillé, allez dans l'Auvergne et vous verrez qu'il y a un village, enfin un bourg qui s'appelle Giscard, un autre qui s'appelle Pompidou et un autre qui s'appelle Chirac. Monsieur Pompidou, Georges, a succédé à Charles de Gaulle, qui lui a été élu dans des conditions, comment dire, assez extraordinaires. Et qu'est-ce qu'il a promu, monsieur Julien, monsieur Charles de Gaulle? De particulier, en prolongement de monsieur Napoléon Bonaparte. Eh bien, il est l'auteur de la Cinquième République. Par le biais de la Constitution, merci. Bon, je reviens sur le sujet. Quels sont les autres éléments constitutifs du droit régalien? On a été à battre monnaie. C'est pour simplement définir le champ des pouvoirs obligatoires, et les autres c'est à l'encan, c'est-à-dire on met la bougie et on la laisse fondre. Ben, le minimum, il en reste deux au minimum. On est en train de détruire ce droit à toute vitesse parce qu'on l'a artificiellement fait sortir du droit régalien, c'est le droit de poste, et le dernier qui est sorti depuis longtemps, c'est le droit du transport. C'est-à-dire que personne... Alors il en reste un droit qui est pourri totalement, dont on ne parle jamais, jamais, jamais. Quel est-il? Qui résume le malaise social dans son entier. Non. Le droit de prélèvement par impôt.
Pourquoi? Parce qu'on sait désormais que nous ne sommes pas en démocratie, mais en démocrature, par un mot qui a disparu opportunément des dictionnaires et que je vous cite assez fréquemment, qui décrit exactement le mécanisme par lequel on tord le droit des citoyens. Et ce mécanisme est un mécanisme économique. Ce mot, c'est emporocratie, c'est-à-dire la loi du marché. Pour faire bref, c'est une loi qui n'existe pas ailleurs que dans la tête des politiciens. À savoir, on fait croire au peuple qu'on est obligé de gouverner pour des raisons économiques qui nous sont imposées. Alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a la politique dont on parle dans les médias, et l'autre qui est la vraie politique, qui est une politique de pouvoir. Quelle est la différence à observer entre la démocratie et la démocrature? C'est que la démocratie ne se préoccupe en principe que du bien de la totalité des personnes représentatives d'un peuple ou d'une nation. Et je ne dis pas d'un pays, parce qu'encore ces notions devraient être éclaircies. Qu'est-ce qui voudrait éclaircir les nuances entre peuple, nation, pays? Parce que ça, inutile de chercher ces nuances dans les dictionnaires, ça n'existe plus. Ça n'existe qu'en dans les médias, c'est-à-dire vous êtes raciste, anti-machin, anti-truc, anti... Voilà. Bon. Mais pour... Alors tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a levé une question implicite, à savoir le droit du sol. Oui, c'est qui là? C'est toi. Et quelle est l'autre forme du droit implicite? Du sang. Le droit du sang et le droit du sol. Alors on voit que tous ces braves gens dont j'ai parlé, certains ne sont pas nés en France, ne sont pas d'origine française, etc. Là encore, il y a des choses que je ne vais pas aborder maintenant, parce que ce serait très long et délicat, simplement pour dire que l'intérêt d'être dans une démocratie, du point de vue subversif, c'est que tout le monde peut arriver au sommet. Ainsi, M. Hollande, comme son nom l'indique, est d'origine hollandaise, mais origine géographique. Il est de même origine que Sarkozy et d'autres, en réalité. Et en plus, ils sont cousins, ce qui est un lien assez fort, etc. Les méthodes sont les mêmes. Maintenant, pour ne pas rester dans la sottise politique, soyons clairs. Pourquoi il n'y a aucun changement politique dans quelque pays que ce soit? Pourquoi la droite et la gauche se partagent, se tiraillent, etc. et que le résultat est toujours le même? Je vais vous l'expliquer. Je vais faire comme Nicolas Sarkozy. Et pourquoi il n'y a pas de changement en politique dans les pays? Et je vais vous le dire. Eh bien, c'est simple. Si vous avez des socialistes au pouvoir, leur plus cher désir, c'est d'être réélus. Conséquemment, comme ils ont besoin des pauvres, ils les gardent. On n'enrichit pas les pauvres avec le socialisme. Au contraire, on les diversifie de manière à ne pas trop les reconnaître. Alors, pendant les mandats socialistes, savez-vous de combien de pourcents a augmenté la population qui n'a pas de logement par rapport à cette population antérieure? 177%. C'est vous dire que ça a largement plus que doublé, en réalité. Bon, et pour la droite, comme c'est plutôt l'aspect profit qui fait, eh bien, il faut beaucoup de travailleurs qui ne touchent rien parce qu'on les contraint à rester pauvres pour une raison très simple, parce que s'ils étaient riches, ils feraient exactement ce qu'Aristote a dit qu'il ne faut pas faire quand on est dirigeant. Quelqu'un qui n'est pas content de son gouvernement, dès qu'il a de l'argent, il achète des armes. C'est curieux, mais c'est un réflexe bien naturel. Donc il ne faut surtout pas que le peuple ait de l'argent. En revanche, l'argent étatique doit être mis en œuvre pour faire miroiter dans tous les sens toutes sortes de pseudo-promesses. Pseudo, en grec, ça veut dire faux. C'est très clair. Mensonger, faux, tordu, etc. Donc ce sont des promesses vides. Je rappelle une phrase d'un homme politique. Et vous allez me dire quel est cet homme politique. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Et Pasqua et Chirac. C'est surtout Charles Pasqua, un vrai Français venu de Corse. L'emporocratie, c'est une chose qui se fait entre dirigeants. Par exemple, on va vous dire, oui, c'est bien la paix dans le monde. Le problème, c'est que si on enlève ce qui fait la guerre, c'est-à-dire l'armement, munitions et tout ce qui les projette, on perd en France jusqu'à 20% du
PNB. C'est quoi le PNB? Produit national brut. Voilà. C'est très bien. Ça veut dire que, grosso modo, on a 20% de moins de sous dans la poche. C'est étonnant, ça, parce que la réalité est tout autre. Il n'y a pas d'argent de l'armement qui passe dans le public. Absolument pas. Sinon, ce serait notifié dans des bordereaux, on y aurait accès, on pourrait vérifier, etc. Alors ça s'appelle quoi dans la bureaucratie? L'économie parallèle. Savez-vous, en termes de pourcentage, pour la France, quelle est la hauteur de l'économie parallèle? 50%, chers amis. Donc, le problème qui va se poser, et là je reviens concret, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent devoir se présenter, mais qui sont naïfs, qui ne savent pas ces chiffres-là, puisque personne n'y a accès. Pour y avoir accès, il faut avoir déjà travaillé un bon nombre d'années dans les rouages du pouvoir. C'est simplement, on ne peut avoir des idées de ces choses-là que pour ce qui est de la vente d'armes, il faut avoir été, comment dire, choisi à Polytechnique pour devenir un cadre et avoir des chiffres, etc., etc., ou avoir un parent qui bavarde et qui travaille dans les choses de l'armement. Sinon, c'est quasiment impossible. Il n'y a que quelques politiciens qui savent ça. Donc c'est un volant très bien. Alors pour éviter qu'il y ait comment dire, des cas de révolte parfaitement légitimes, les médias ne parlent pas de cela. Quand il y a l'imminence d'un pataquès, c'est-à-dire d'un scandale à base d'armement, ben on en passe par l'accident. Alors vous avez au moins un nom qui vous vient à l'esprit, un accident à cause de la vente d'armes en Afrique. Accident d'hélicoptère qui tombe sur une colline dans un endroit où il n'y en a pas. Et c'est peut-être le seul moyen véritable d'accepter de vivre dans une démocrature, parce que s'il y avait une démocratie, la vérité c'est que tout serait sans dessus-dessous. Je rappelle donc pourquoi les anciens avaient une idée très précise de ce que devrait être la politique chez des gens instruits. Quelqu'un s'en souvient, je l'ai dit au moins 20 fois, qu'est-ce qui va prendre la parole à ma place? Je rappelle que pour ma part, j'ai été interrogé, ça m'est arrivé d'être interrogé publiquement et avec la télévision dans une émission d'un certain Christophe de Chavannes. Ça a été coupé parce que je pense que tout le monde serait de cet avis maintenant. Tu parles de la citation de Brel? Non, pas du tout. Ma propre citation. On m'a demandé quelle était ma couleur politique. J'ai dit très simplement, bah, je suis de l'extrême centre. Alors c'est une expression qui n'existait pas, donc la stupeur un petit peu. Oui, parce que c'est le point géométrique le plus éloigné de la droite et de la gauche en même temps. Le problème qui se pose dans le vote, c'est cela. On a des marionnettistes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la droite et la gauche gardent les pauvres. Conséquemment, on ne peut pas attendre de la politique une amélioration en quoi que ce soit. Comment fait-on pour garder les pauvres pauvres? On soustrait du droit régalien, ou du devoir régalien, parce que c'est ça la vraie définition, on soustrait l'instruction. Et on substitue à l'instruction un mot pourri qui s'appelle éducation. Nous avions instruction publique et nous avons éducation nationale. Il suffit de savoir qui a fait cela et en quelle année pour s'apercevoir que c'est vraiment une torsion politique pourrie qui annihile vraiment les notions de base nécessaires. Je rappelle que pour ce qui est de la vie dans notre pays, vous demandez à tous les vieux, de quelque région qu'ils soient, ils ont retenu des choses que vous ne savez même pas à 1% près. Allez, on va poser les questions. On va demander, tiens, Alain, la préfecture de l'Orne. Tu passes à ton voisin, Jérémy, la préfecture de Haute-Loire. Va demander à des vieux, ils savent toutes les préfectures, les sous-préfectures, etc., etc. Les vieux, ils sont déjà... Ah bah oui, ils sont presque eux aussi avec les pissenlits par la racine. Non, non, mais en réalité, il en reste quand même la majorité des vieux, etc., surtout ceux instruits en campagne, pour dire que toute notion
qui lie la personne à son pays par la connaissance, ça a déserté totalement. La meilleure reste celle-ci. J'avais promu pour moi-même, pour ma propre instruction justement, de questionner des gens au hasard de toute situation sociale, etc. Et je posais la question comme ceci, quel est le nombre de dynasties royales en France? Déjà, pour comprendre la question, ça a évacué à peu près un tiers. Dynastie royale, ça ne leur évoquait absolument rien. Et on va voir ce que ça engendre après. C'est assez étonnant, le rapport entre les dynasties royales et le football. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Donc, eh bien, ceux qui réfléchissaient disaient, je sais pas, 8, 10, mais ils commençaient toujours par, je sais pas. Voilà. Et combien y a-t-il de dynasties royales en France? Allez, on va demander à Alexandre, qui est d'origine russe. Tu saurais ça? Combien? Je dirais 3. Faux. Faux. Vous voyez à quel point vous avez passé du temps dans les classes. Mérovingiens, carolingiens, capétiens. Non. Valois, Bourbon. 5. Problème, c'est facile. Et quelle est la source de la royauté française? Ce sont les Mérovingiens. Et d'où venaient les Mérovingiens? De Judée, Gagné. Frais, le monsieur. Alors pourquoi il y a un rapport, ou y aurait-il un rapport? Il y a des combats que vous ne voyez pas. C'est ce sur quoi j'appuie le doigt maintenant. Vous savez que... Enfin, vous ne savez pas, pardon. Vous ne savez pas que la basilique Saint-Denis a recueilli les cadavres, les dépouilles mortelles des rois de France. Mais avant, c'était où? Elles étaient où, ces dépouilles des rois de France, avant? Elles étaient chez les Templiers, chers amis. C'était la tour du Temple qui avait cette charge de bon. Ça a été collé dans la basilique Saint-Denis. Pour une raison claire et simple. Qui est Saint-Denis? Alors écoutez, parce que dans l'histoire, c'est assez tordu, ça. Quelle est la particularité de Saint-Denis, évêque de Paris? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Gagné. Et qu'est-ce qui est arrivé à Louis, le XVIe? Pareil. C'est marrant, hein? Si vous étiez plus qualifié en histoire, vous prendriez la date de Saint-Denis, la tête coupée, et Louis XVI, la tête coupée, vous diviseriez par 2, vous seriez enseigné. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le rapport entre le football, c'est-à-dire le peuple, dans sa belle démence, stupidité. Qu'est-ce que ça rappelle le football qui avait lieu dans des édifices de même profil que le SDF? Stade de France, SDF, alors que les autres sont logés à côté, ils ont fixe, puisqu'ils sont dans des sépultures. Et combien étaient-ils, ces rois de France, dans la basilique Saint-Denis? Toi, tu devrais savoir. 22. Toi, tu es allé à la basilique Saint-Denis récemment. Hier? D'accord, il y en avait 22. Et combien y a-t-il de joueurs dans un stade? 22. Ça marche, hein, c'est chouette. Et ce stade, il a la forme d'une couronne. Donc on voit que ce langage est celui-ci. On a un autre langage politique, toujours de même espèce. À une époque, la construction de la Tour Eiffel, promue par des francs-maçons, dans le Champ de Mars, c'est pour ça qu'elle est en fer, eh bien, était le plus haut monument prévu. Et il était chargé de contrebalancer l'autorité, et non pas le pouvoir, hein, l'autorité religieuse. Parce que, suite à la guerre précédente, les Français ont été sollicités pour mettre la main à la poche pour construire la plus grande basilique de France, à savoir le Sacré-Cœur. Vous notez, nous avons le Sacré-Cœur qui est blanc et notre tour Eiffel rouge. Eh bien, d'un côté, c'est le mont Mercure et Mars, parce que Montmartre, c'est-à-dire Mercure et Mars en réalité. De l'autre côté, vous avez Mars tout seul. Alors, tâchez de trouver pourquoi c'est Mars et Mercure. Vous ne le saurez pas si je ne vous le dis pas. C'est qu'avant, le signe du zodiaque appelé Capricorne était occupé aussi par Mercure. Mais maintenant, il est rétrograde dans ce sens-là, c'est une autre astrologie, et il est passé au Verseau. Bizarre. Au moment même où on passait dans l'autre truc, voilà. Donc simplement, pour quelle raison
d'autorité on a construit la Tour Eiffel et la basilique, le Sacré-Cœur, qui est bien rouge, lui, parce que il y a chez les anciens deux choses qui ont été réunies maintenant, mais à peine distinguées techniquement. C'est l'autorité et le pouvoir. L'autorité doit être représentée par la conscience, c'est-à-dire la cervelle et le cœur réunis, alors que le pouvoir, c'est la main et le cœur réunis. C'est comme ça que les anciens définissaient la chose. Et donc, le résultat, c'est que cette bataille entre l'autorité religieuse, abusive, qui connaît bien la butte Montmartre, il y a rue du Chevalier de la Barre. Qui connaît l'histoire de ce Chevalier de la Barre? Parce que lui, il a été assassiné pour des raisons d'une stupidité extraordinaire. Il ne s'est pas décoiffé devant une procession religieuse. Eh bien, il a payé le prix, ça a été sa vie. Donc c'est les excès de part et d'autre, etc. On voit que c'est complètement lamentable. Et ça, ce sont des choses de vraie politique. C'est l'arrière du tableau, il y a des tas de choses qu'on ne voit pas. Et j'en reviens au sujet. Nous avons un vote dit républicain. Pourquoi ça ne peut pas être démocratique? Pour une raison simple. C'est qu'avant d'avoir un scrutin sur l'élection d'un président, il faut d'abord définir le cadre dans lequel on doit fonctionner. Et jamais cela n'a été fait. Pourquoi? Parce que ça permet aux politiciens de continuer à abuser du système. Si on devait élire, c'est-à-dire choisir un système, on pourrait revenir au système royaliste, la royauté de famille, la royauté, comment? Institutionnelle. Oui, il y a d'autres formes de la royauté, jeune homme. T'en as au moins une que tu peux dire. La royauté par élection aussi. Exactement. Donc, on a ça en Europe, je vous rappelle. Donc, qu'est-ce que, dans ce cas, représente le roi, dont le nom parle à lui-même, de lui-même? Voilà, c'est la loi même incarnée. Et en plus, c'est de l'hébreu. Roi, ça veut dire l'esprit. Roi. Donc, on voit quand même que c'est personnel. Alors, notez par exemple que dans une république très particulière, la Bolivie, eh bien, ils ont élu en quantité industrielle des présidents successifs, et de 1825, date de leur indépendance jusqu'à nos jours, ils ont sacrifié, pendu, exécuté combien de présidents? Un truc délirant, vous n'y croiriez pas. 125. C'est pas le Mexique, c'est pire. Non, c'est pour la raison, c'est que on sait depuis 25 siècles, c'est-à-dire depuis Platon, que pouvoir égale corruption. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autorité au-dessus du pouvoir de nos jours. Alors comment peut-on définir ce personnage qu'on a actuellement, et encore j'espère pour pas trop longtemps, comme président? C'est un personnage, la lettre F. Oui, Flamby, c'est presque ça. F-A-L, Fallot. Voilà. Vous notez la perte d'autorité en cela. Nous avons François Hollande, le premier travail qu'il ait fait en politique, quel est-il? Cour des comptes? Hein? Cour des comptes? Pas du tout, il n'a rien fait dans la Cour des comptes. Son premier travail politique en tant que président. Ah ben, cherchez. Le mariage pour tous. C'est quelqu'un qui promeut le mariage pour tous, alors que lui a 4 enfants, n'a jamais été marié, a des maîtresses, etc., etc. Donc, l'autoritarisme joue un rôle énorme là-dedans. Et personne en France n'a souhaité avoir le mariage pour tous. C'est simplement des factions qui imposent des choses. Qu'est-ce que ça sous-entend, ça, dans le fonctionnement, quel qu'il soit, puisque ça dure depuis le dernier septennat, c'est-à-dire, pour être clair, depuis la mort de Gaulle. Qu'est-ce qui se passe dans les arcanes du pouvoir? Je voulais simplement dire qu'on était censé être d'accord, puisqu'on avait voté pour lui, que c'était dans son programme. Oui, bien sûr, bien sûr. Et quel programme? Parce que tu l'avais lu, toi? Non, ah ben non, ben c'est impossible. C'est à peu près impossible. Alors regardez, souvenez-vous, tu sais, toi, que la seule fois où j'ai pris parti, c'est le cas de le dire, dans ma vie, entre guillemets, d'enseignant, c'est pour contrer l'Europe. Tu te souviens? Voilà. C'est la seule fois, parce que j'ai dit, c'est un piège à Spoons. Vous allez vous faire entuber, voilà, et tout le temps.
Et j'avais pondu 24 pages quand même sur le sujet pour signaler d'abord et avant tout que ce programme était illisible. Je rappelle que la Constitution française, c'est combien de pages? 3, Tu rigoles, hein. La Constitution complète. 50 maximum. Non, c'est beaucoup moins que cela. 36. La Constitution des États-Unis, c'est Encore moins. 12. Le tiers. On a combien d'élus politiques en France et en Allemagne? Là, c'est la même proportion. On a 2 tiers de plus qu'en Allemagne. Voilà. Et pourtant, on a moins d'habitants en France qu'en Allemagne. La différence technique, c'est qu'il y a 36 000 communes en France contre 6 000 en Allemagne. Mais on ne voit pas pourquoi on aurait besoin de plus d'hommes politiques. Il n'y a pas plus de policiers par tranche de population ici ou là. C'est le même. La décision, c'est pas la quantité d'hommes politiques qui doit prendre, c'est la qualité. Donc là encore, on se fait arnaquer. Ce que je voulais dire, et je reviens là-dessus, qui est très important, c'est que le fait, c'est que nous avons un système qui s'auto-entretient. Et avec cela, une dilution du pouvoir à cause du lobbying, comme aux États-Unis, qui n'est pas une démocratie mais une démocrature, qui plus est dirigée par des étrangers, par le biais des banques, la Fed. Et l'autre aspect, ça n'est pas le lobbying, mais quelque chose qui est tout aussi grave, le cumul des mandats. C'est-à-dire que, grosso modo, il n'y a plus de représentativité réelle. On travaille à peu près dans le vide. Mais, fort heureusement, le système voulu par Charles de Gaulle est très intelligent. Si vous avez bien noté ce qui se passe immédiatement après l'élection présidentielle, ce sont d'autres élections qui sont les législatives. Et qu'est-ce que l'intérêt des législatives après les présidentielles? C'est qu'on va tomber dans une autre forme de pourriture. Hein. On l'a vécu avec Chirac et Mitterrand et Jospin, voilà. La cohabitation. Ça voudra dire qu'on sera paralysé de nouveau et qu'on nous impose, non plus par l'emporocratie, mais par une paralysie constitutionnelle. Ça veut dire que quand une main fait quelque chose, l'autre l'empêche, etc., etc. Donc vous voyez, mais c'est quand même un parapet. Si on élit machin ou truc, le résultat sera qu'il ne pourra pas travailler. Donc on se demande l'intérêt d'élire un président qui ne va pas pouvoir travailler. La Cour des comptes n'existe qu'à état consultatif. C'est-à-dire que vous avez quand même une dette cumulée, observée par la Cour des comptes. La dette cumulée de toutes les actions de l'État en France est dette non payée, 500 milliards d'euros. 500 milliards d'euros. Ça représente combien par rapport à la dette d'État, enfin la dette du pays, pardon? 40%. Un quart, tu as raison. Maintenant, il y a une autre dette qui n'est même pas correctement chiffrée et que la Cour des comptes devrait, elle, être en mesure de rectifier. Quelle est-elle? Alors vous allez voir le mensonge médiatique extraordinaire qui tourne avec cela. Quelle est l'autre dette énorme, qui est plus importante encore, qui représente 750 milliards d'euros? En réalité, aucun Français n'a de dette à l'égard de l'État. Si la comptabilité étatique était vraiment claire, s'il y avait des contrôles, il n'y aurait pas de dette en France. La dette, curieusement, est partie à quel moment? Oui, c'est-à-dire sous le règne de qui? Giscard d'Estaing. À savoir, pour faire bref, la capacité bancaire française s'est diluée dans une capacité bancaire inconnue, mais qu'on appelle quand même européenne, qui, elle, est dans une incapacité bancaire mondialiste, et non pas mondiale. Combien a-t-on de candidats aujourd'hui? Frédéric. 11. Et, comment dire, quelles couleurs politiques sont représentées? Toutes? Oui, non? Alors, quel est le problème d'avoir, qui se pose dans cette proposition de 11 candidats? Il y a 2 catégories de candidats. Lesquels? Les européistes. Non. Vous se faites avoir à chaque fois. Les mondialistes. Il dit presque la vérité. Les grands candidats et les petits. Quels sont les grands candidats? Ceux qui vont
définis par les médias. Non, non. Les partis, qui sont bien nommés en l'occurrence. Quand j'étais allé la première fois, moi, à la fête du Luma, pour y jouer, hein, pas pour faire de la propagande, on m'avait dit, mais pourquoi tu adhères pas au parti? Ben, j'ai dit, je ne suis pas un morpion, déjà, commencez bien. Et j'ai dit, le problème, c'est que si tu es dans un parti, tu ne peux pas être dans les autres. Donc tu ne peux pas savoir objectivement ce qui se dit, pourquoi il faudrait combattre et pas combattre. C'est une logique banale. Et tout ça pour résumer et pour clore, si je puis dire, le sujet, parce qu'il faut passer à l'explication de ce qu'est la vraie démocratie, je vais le dire en très peu de mots. Les anciens ont dit qu'on est obligé, pour des raisons morales, de suivre ce que le pays qui nous accueille nous propose. Mais il dit il ne faut pas voter pour machin ou truc, il faut voter d'abord pour des idées et appuyer les idées. Or, vous avez noté que jusqu'à présent, parmi ces 11 candidats, combien ont un programme sur lequel on pourrait... Combien? Eh bien, combien il y en a? Moi, je dis un seul. Voilà, exactement. Il a levé le doigt, il a dit 1. Et il n'y en a qu'un et c'est... Pour moi, c'est Asselineau. C'est Asselineau, en effet. C'est certainement le seul pour lequel, qui présente vraiment des idées pour lesquelles on pourrait donner un certain Oui. Mais même Asselineau, si on regarde bien, on voit bien qu'il est dans une stratégie qui l'oblige à corrompre plein de choses dans Alors, ça n'est pas cela. C'est que en politique, et là c'est une grave erreur qui est entretenue, on ne peut pas voter pour, on est obligé de voter contre. C'est aussi le vice du vote. C'est qu'il y a une grande partie qui vote pour des candidats et une grande partie qui vote contre les candidats. Oui, non. Donc on voit que le système même du vote, lui aussi, est corrompu. Qu'est-ce qui contrôle les votes? On va savoir qui connaît la politique. Toi, tu devrais savoir. C'est constitutionnel, normalement? Normalement, oui. Mais jusqu'à présent, ça fait combien d'années qu'il n'a pas procédé à des contrôles de vote? Ben, depuis la mort de De Gaulle, cher ami. Ah, depuis la mort de De Gaulle. C'est pourquoi on trouve des gens très sérieux, comme Laurent Fabius, responsable mais pas coupable, etc. On a failli même trouver Christine Lagarde. Enfin bon, c'est comme ça, la politique c'est comme ça. Alors, on revient sur le système du vote lui-même. On a dit tout à l'heure que comme il y a davantage de zozos que de têtes pensantes, que le vote lui-même est perverti parce qu'on est obligé de voter pour et ça vote contre ou inversement, on doit voter pour des idées d'une part et d'autre part veiller aux équilibres. C'est-à-dire s'il y a une grande masse qui se précipite à gauche d'un côté, il faut se précipiter à droite de l'autre pour veiller aux équilibres. C'est-à-dire ne pas donner tout le pouvoir d'un côté ou comme de l'autre. Pour quelle raison? Elle rejoint celle que j'ai énoncée quand on m'a demandé pourquoi j'adhérais pas au parti. C'est pas le fait d'être morpion ou pas qui me gêne, c'est que aucun parti ne peut prétendre détenir la vérité ou une vérité que ce soit, puisque ce sont des systèmes. Or, le système, c'est contre toute méthode. Or, on a, pour le besoin de la politique, à trouver des méthodes et non pas des systèmes. La différence, c'est que la méthode est souple et adaptative, alors que le système ne l'est pas. Or, c'est le système qui nous contraint maintenant. Et tout le monde le sait en politique. En politique, pour monter, qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur Julien? Être apparatchik, faire des... Pour monter, il faut descendre, moralement. On n'a pas le choix, ce sont les fourches codines. Il faut être souple du collier, il faut avoir l'échine molle, etc., ne pas avoir d'honneur, etc. Conséquemment, pour être clair, on aura des pourris quoi que l'on fasse. Donc, le devoir des citoyens, c'est veiller aux équilibres. Pourquoi? Parce que quand on est en état de faiblesse, que ce soit économique ou autre, les pays étrangers, ils viennent se servir, c'est tout. C'est comme en termes d'économie. Quel est, selon vous, il y en a deux, ce sont des mécanismes qui pervertissent l'économie des pays, quels qu'ils soient. Deux mécanismes. On va y aller doucement. L'usure, première chose, c'est valable pour tout pays, et ensuite... Ah ben alors vous n'avez qu'une méthode mise en œuvre, un système, l'usure et la spéculation. Voilà. Usure et spéculation, et là il n'y a aucun contrôle. Donc, pour faire bref, on n'a aucun moyen de contrôle, on est embobiné dans une histoire. Et il reste quand même des petits points d'espoir. Quels sont-ils, les petits points d'espoir? C'est de trouver un personnage qui, dans le
fonds politique peut faire sauter le système d'une manière ou d'une autre. J'ai expliqué tout à l'heure, sans le dire, qu'il y a moyen de faire sauter le système. En fait, il y en a deux. Quels sont-ils? Sur les trois. Ben, Nathalie? Oui. Frédéric? Non. J'ai dit les modalités du vote. Non. C'est Non, l'abstention. Ouais. l'abstention, premier des procédés. Deuxième, Blanc. le vote blanc. Les deux peuvent obtenir une majorité. Mais, pour des raisons politiques, c'est déclaré non recevable. Vous voyez un petit peu comment c'est la démocratie? C'est un mensonge complet, entier. C'est pire aux États-Unis, rassurez-vous. Aux États-Unis, c'est quasiment le vote censitaire, c'est-à-dire ceux qui ont des thunes, ils votent. C'est voilà, la proportionnelle, c'est la proportionnelle du porte-monnaie et de la carte bancaire. Donc on voit où ça arrive tout le temps, c'est toujours les mêmes qui se font avoir. Mais en France, c'est pareil. Donc, quelle ligne de vote choisir si on veut voter? Ce qui fait le plus de tort à la politique et le plus de mal à la population, c'est le vote. C'est toi qui as dit. Le vote des riches contre les pauvres. Donc, pourquoi vaut mieux éviter des pauvres au pouvoir? S'ils sont corrompus, ben, hop, par ici, par là, t'as partout, des billets partout. Et pourquoi faut mieux éviter les riches? Parce qu'ils enrichissent les copains. C'est tout. Ça a toujours été la même chose. La réalité et le fond même de la situation, c'est que nous sommes dans une situation où les riches dominent les pauvres. Et que c'est le seul moment de la vie politique où les pauvres peuvent l'emporter par leur nombre. Mais pour qu'on l'en remporte par le nombre, il faut d'abord réfléchir à ce que l'on peut faire. Savez-vous combien il y a eu de candidats à cette élection? 11 ont passé le cap des 500 signatures. On se demande pourquoi 500 et pourquoi seuls les maires. Mais ça, c'est notre problème, vous le savez bien. C'est ce qu'on veut, comme on veut. Ça aurait pu être des curés. Non, ben non, c'est pas des curés, c'est des maires. Donc, combien de candidats se sont-ils présentés à l'élection pestilentielle? Vous savez pas? 177. 177 candidats. Le plus jeune ayant 20 ans. Intéressant. Quelle expérience à cet âge-là. Bon. Donc simplement, revenons au cœur du sujet, on a le choix. S'abstenir, voter blanc. À mon avis, quel est le moins mauvais des votes? Après votre... Qui pense que l'abstention, c'est la meilleure des actions? Vous avez, selon les anciens, vous avez raison. Parce que c'est le mécanisme qui fabrique des corrompus. Quoi que vous fassiez, de toute façon, les gens qui arrivent au pouvoir suprême seront tordus de tous les moyens, parce que sinon, c'est comme si on avait un pilote dans un bateau qui n'a ni voile ni gouvernail. Vu que, qu'est-ce qui commande en France? C'est pas le président, c'est même pas le gouvernement, ce sont les grands commis de l'État. Et donc, le problème, c'est que ce nœud gordien-là, on ne peut pas l'entamer, on est obligé de le couper. Donc, on a identifié un moyen, c'est l'abstention. Quel est l'autre moyen? C'est toi qui l'es passé le plus près, on a joué à la pétanque, t'es pas loin du cochonnet. Mais j'ai dit que ce cochonnet était faible. Alors, quel est l'autre cochonnet qui va se révéler? Celui-là, il est complètement out. Il n'a aucun réseau. Asselineau. Ah oui. Il est out. Il y en a d'autres, Cheminade. Ça, voilà. Et avec des noms comme ça, nous avons Philippe Poutou. Là, nous avons encore une communiste. Il y a quand même des gens naïfs sur Terre. Il y a 4 représentants communistes. Bon. Qui est le... Internet. Alors, elle a en quelque sorte désigné la chose. J'ai commencé par entamer un petit peu la crédibilité d'Emmanuel Macron. C'est un type, il sort de on ne sait pas où, sauf si on le regarde. Et là, on voit que c'est pas vraiment l'avenir de la France qui l'intéresse. Mais il n'est pas tout seul. Il y en a plus que 10. On a éliminé Asselineau, qui est le contraire de Macron.
Macron, c'est un type qui est rompu à la souplesse dans tous les domaines. On lui demande, tiens, Jacques Attali, un pote de DSK, ou Alain Minc, un pote de DSK, demande à Macron, tu fais ceci, l'autre il le fait, aucun problème. C'est le DSK de rechange, mais lui, il a une stature de philosophe ignorant. Je rappelle quand même qu'il s'est fait vraiment esquinter dernièrement, puisqu'il a dit, il a répondu à quelqu'un qui lui balançait une critique, il dit oui, il y en a beaucoup qui me critiquent, en fait non. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, comme disait Michel Audiard. C'est pas Michel Audiard, c'est Philippe Chevalier. Donc on est loin culturellement, les deux référentiels ne sont pas les mêmes. Et un type qui était cultivé, lui, il a dit, oui, de toute façon, vous êtes un peu, comment dire, dans le contexte, puisque les cons, ça ose tout et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Là, ça, c'est de Michel Audiard. Donc là, on sait que le type risque d'avoir des adversaires qui le pilonnent sans arrêt avec ce genre de boulette. Que peut-on faire d'un personnage qui n'a strictement aucune culture comme celui-ci? On peut dire que c'est un fantoche. C'est presque pire que Hollande et son prédécesseur Sarkozy. Il les accumule. Donc on a fait le nettoyage des extrémités. Maintenant, au centre, nous avons, et on ne s'attend pas à la voir au centre, c'est Marine Le Pen, qui nous mènerait volontiers en bateau avec son prénom. Comment ou qui peut juger de la qualité politique de cette femme? Après Asselineau, en termes de volume, c'est le deuxième programme qui a été présenté. À part ça, il n'y en a pas. Hein. Tout le reste, c'est l'idéalisme, etc. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que Macron, grosso modo, sa campagne, c'est la promotion de l'idéalisme en politique. Pour faire bref. Bon. Donc, il reste Marine Le Pen qui est au centre du débat parce que, d'après la majorité des sondages, elle serait au premier tour et conséquemment au deuxième bien placée. Et qu'adviendrait-il si c'est Macron qui se trouve face à Marine Le Pen? Parce que maintenant, le deuxième tour, c'est le jeu de massacre. On est obligé de voter contre ou pour, là encore de manière encore plus cruelle. Pourquoi c'est plus cruel? Parce que ceux qui se sont abstenus, la plupart du temps, interviennent parce que l'idée intelligente de l'abstention au premier tour, c'est de pouvoir intervenir et fausser les cartes au deuxième. Nous ne sommes pas sortis, et personne ne l'a signalé, d'une chose qui a été mise en place sitôt après l'attentat du Bataclan. Et nous sommes donc en situation d'état d'urgence. Et dans ce cas-là, la Constitution dit ceci: toute initiative peut être prise par le gouvernement et le président pour protéger les résultats d'un vote. C'est carrément faire l'article 16 aussi. Bah oui, 49.3, il n'y aura pas d'élection. Simplement pour vous dire à quel point nous en sommes arrivés dans les conflits d'intérêts pour protéger à la fois la chèvre et le chou. Alors qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qu'on risque en réalité dans ce cas-là? Que Hollande reste. Ça c'est le pire, nous sommes d'accord. Enfin Macron aussi c'est le pire puisque c'est le même, c'est un clone de Hollande. Alors qu'est-ce qui se passe techniquement? Qu'est-ce qui pourrait se produire? Si Le Pen qui fasse dégénérer volontairement le... Pas spécialement la droite ou la dite extrême droite, c'est que le peuple ne soit pas du tout d'accord avec la prise de décision du gouvernement. Et qui interviendrait, légalement parlant? L'armée. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe implicitement? On une menace d'une guerre civile. Donc vous voyez, les enjeux sous-jacents sont psychologiques, avec en quelque sorte ce que j'ai évoqué tout à l'heure dans ce type de situation. C'est-à-dire, quand un pays est affaibli, qu'est-ce qui se passe? Voilà, les autres viennent à se servir. À savoir, eh bien, les médias vont faire la deuxième couche. Donc, ce que je voulais dire et qui va montrer comment ça marche, il y a un économiste français qui a été prix Nobel, qui est décédé il y a quelques années, qui était mon privilège, c'était un ami. Donc, ce monsieur a eu le prix Nobel d'économie. Ça n'est pas Alphonse Allais, mais Maurice Allais. Maurice Allais, curieusement, il a le même destin culturel qu'un de mes amis anciens, il a été lui aussi, comment dire, premier
à l'entrée et à la sortie de l'école polytechnique, premier à l'entrée et à la sortie de l'école des mines, etc. C'était un physicien de très bonne qualité, mais on lui a bouché, si je puis dire, son avenir en tant que physicien par un prix Nobel qui est intervenu, tenez-vous bien, 48 ans après la parution de son bouquin, 48 ans après. Eh bien, lui, il a décrit ce qui se passe en réalité en économie. Il dit, vous pourrez aligner tous les algorithmes que vous voulez, il y a quelque chose qui est supérieur au calcul du potentiel mathématique dans le cadre de l'économie, c'est la psychologie. Et c'est ce qui se passe actuellement. En réalité, les médias font paraître des nouvelles pour nous tester. Et si Marine Le Pen, etc. Et on voit les fluctuations de la bourse en même temps, c'est sympa. On voit les parallèles, on les établit, on peut les serrer si possible. Ça permet artificiellement de savoir comment réagit le peuple à la pression. C'est quand même sympathique. Or, cette étude qui dure depuis maintenant à peu près une dizaine d'années, elle est le fait de, entre guillemets, économistes socialistes, ce qui fait bien rire comme expression, mais le fait est, c'est qu'il y a une corrélation entre la pression économique et les résultats politiques, et inversement, entre la pression politique et les résultats économiques. Et c'est essentiellement là-dedans que ça va se jouer, donc on peut très clairement dire que nous sommes dans une emporocratie double. C'est-à-dire qu'on n'a aucun moyen de sortir de là, puisque si on fait pression politique, ça permet d'installer qui l'on veut, et gouverner comme on veut, c'est le cas de Hollande, de Sarkozy, etc. Et sinon, c'est le robinet économique qui se ferme, pas d'emploi, etc., pas de liquidité. Parce qu'en réalité, la collusion entre les politiques et les banquiers, elle est venue de là. Ce que vous avez bien saisi. C'est-à-dire que quand on veut créer une crise politique, on fait baisser le taux de liquidité en circulation, et d'un seul coup, tiens, on est obligé de recourir aux banques, donc eux, ils sont contents, ça fait de l'argent chez eux, et nous, on est à sec. Donc voyez un petit peu ce truc-là. Si cette chose-là se produit, immédiatement le peuple dit c'est un problème politique, parce que les médias le disent. Ils disent oui, la crise économique est due à une mauvaise gestion politique, et ainsi de suite. La prochaine étape, c'est qu'il n'y aura plus de liquidité du tout. Et le mieux, c'est plutôt que faire descendre cette armée qui ne voudra pas vous tirer dessus, c'est l'assèchement total, et nous sommes à l'avant-dernière étape avant ce qui a été décrit dans un petit ouvrage de 22 chapitres qui s'appelle « Qui a répondu ?» L'Apocalypse. Et c'est toi tout au fond, dans l'ombre, qui répond, c'est bien. C'est l'Apocalypse. Je vous rappelle, à moins que tu veuilles le faire, que la dernière étape, c'est la bête. Et vous savez qu'il y a un ordinateur géant qui se trouve là, au siège même de l'Europe, en Belgique, qui s'appelle la bête. Ça, on ne vous le dit pas non plus dans les médias. Quel est son code d'entrée technologique? Là, on ne peut pas se tromper, hein. On ne peut pas se tromper. Au moment où cette machine a été mise en service, tout le monde dans l'entreprise a été obligé de connaître le code d'entrée sur la machine, parce qu'il y a beaucoup d'autres machines. Bon. 666, c'est assez intéressant de s'apercevoir que soit c'est fait exprès pour faire croire à tout le monde que les prophéties c'est quelque chose qui marche, soit les choses sont ainsi produites et la prophétie avait quelque valeur. Parce que, en effet, la prochaine étape, quel que soit le président, l'Europe va tenter de soumettre le peuple français, le plus difficile à gérer. Essayez d'attraper un coq, vous verrez. Si vous ne griffez pas la... Bon. Eh bien, à plus de monnaie du tout, on ne fait que par carte. Alors, quel est l'intérêt de la carte du point de vue technique? Outre le fait qu'on peut arrêter toutes les cartes et tous les débits, tous les crédits en même temps, toc, les figés, c'est... On peut suivre exactement. Exactement, c'est le contrôle. À partir du moment où il y a un contrôle financier de cet ordre, quelqu'un qui n'obtempère pas, il est cuit, c'est terminé. Sauf à rentrer dans la dissidence et être discrédité par le caractère illégal de sa survie. Je vous dirais simplement que la prochaine étape bancaire, après cela, c'est que tout l'or va être rendu privé, mais par l'État. C'est-à-dire seul l'État pourra posséder de l'or. Tout le reste devra être comptabilisé. C'est-à-dire vous serez assujetti à l'impôt sur les bijoux, sur tout ce qui est de l'or, même les dents en or, s'il y en a encore, etc. C'est quand même sympathique. Ça fait longtemps, ça fait presque 10 ans que, en France,
on vous incite à vendre votre or. Je vais prendre un exemple récent. En 2015, on achète de l'or de cette manière. L'année suivante, en 2016, il vaut 3 fois plus. Parce que tout le monde en économie sait qu'on va devoir revenir à la parité or. Mais qu'il y aura une autre monnaie totalement éthérée qui sera celle pour le petit peuple, c'est-à-dire une monnaie qui n'existe pas. Voilà. La seule monnaie véritable reviendra à être de l'or. Celui qui n'a pas d'or, il est cuit. Sa carte s'arrête, c'est cuit, c'est mort. Qui est au courant du fait qu'Angela Merkel a tenté de récupérer 80 tonnes d'or aux États-Unis? C'est déjà pas mal. Savez-vous combien il manque de tonnes d'or à la France qui est encore aux États-Unis? 130 tonnes. En réalité, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, nos réserves d'or en France étaient supérieures à celles des États-Unis. Pourquoi? Parce que la Fed avait fabriqué de la fausse monnaie. Donc on est depuis très longtemps. À quand a été créée la Fed? Tout le monde devrait le savoir. 21 décembre 1913, c'est ça. Gagné, 21 décembre 1913. Enfin, à quelque chose près. 22. Non, 21 décembre 1912. Ah bah oui, parce que le bail anti. Voilà, c'est ça. Ça a suscité un épisode complètement délirant qu'on vous a appelé... Comment? Le 21 décembre 2012, voilà. Oui. Le Titanic, c'est en 1912 aussi. Oui, exact. Alors là, il y avait deux bateaux identiques. L'autre, on n'en a jamais plus entendu parler. Et quel était pour le Titanic l'objectif? Un remboursement intégral de cette chose-là qui a coulé. Parce que normalement, le bateau devait passer 1200 km au sud. C'est quand même assez curieux d'aller se frotter aux icebergs. On dit bien iceberg et non pas iceberg. Aux icebergs, 1200 km au nord. J'ai fait une petite erreur d'aiguillage. Il y a la France entre les deux, entre l'erreur et notre... Ah bon, sans rentrer là-dedans, on revient. À cette époque, il y avait pratiquement tout possible. De la même manière que des avions disparaissent parce qu'il y a 50 ingénieurs spécialisés, chinois dedans, qui ne veulent pas collaborer avec les mondialistes. Bon. Ces deux étapes-là, ce sont les dernières techniquement pour asservir. Parce qu'après, il y a plus, on a perdu la partie, ça n'est plus possible. Donc Internet, c'est l'une des possibilités lorsqu'on fait savoir les projets. Je rappelle qu'il est une phrase tirée aussi de la Bible, et notamment des évangiles, qui parle de la lumière qu'on ne doit pas laisser sous le boisseau. Ça, c'est la technique. Quand vous savez quelque chose, il faut avoir le courage de le dire. Même si vous êtes tout petit, maintenant, les techniques de proxy, etc., permettent quand même de... Après, il appartient à chacun de pouvoir vérifier. Quoique, de plus en plus, il y ait des gens qui se réveillent en France en disant « Tiens, ça fonctionne mal, ça ne fonctionne pas comme cela devrait, etc. etc. » Donc on est dans une situation où il va falloir de toute façon être d'un côté ou de l'autre. Moi, mon sentiment, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes du bon côté que du mauvais côté. Mais les adversaires sont assez habiles parce que très entraînés à la pourriture. Et que entre le temps d'une chose et le temps d'une autre chose, c'est toujours très court. J'explique, parce qu'on va en terminer là. Avec la guerre civile, c'est que si la mécanique voulue n'entre pas dans le cadre voulu, on aura droit à une guerre civile, mais très soft. Ça ne va pas durer longtemps, ça va se paralyser de soi-même, donc pas d'inquiétude, il n'y aura peut-être même pas de mort. C'est la situation de guerre civile. La technique en question, c'est qu'entre le premier et le deuxième tour, il va falloir choisir à toute vitesse. Et vous noterez que dans les médias, vous n'aurez que cela. Déjà, depuis 6 mois, grosso modo, hop, les choses se construisent. Tout ce que vous voyez, il faut le savoir, c'est pris avec 2 mois d'avance au plus tard. C'est-à-dire quand on dit dans les médias, Emmanuel Macron a décidé de quitter le gouvernement, tout le monde feint la surprise. Oh, Hollande dit « Ah, je ne m'attendais pas à celle-là ». Mais il le savait au moins depuis 2 mois. C'est pour dire que ça marche comme ça. Il en va de même, parce que tous les ordinateurs disponibles fonctionnent actuellement pour savoir comment le peuple va se comporter. Mais de la même manière que Maurice Allais a dit que c'est le comportement psychologique qui domine les algorithmes, nous avons la même situation. Donc ce qu'il faut faire, c'est voter en son âme et conscience, en sachant que quoi qu'il se passe, il y a ce qu'on appelle la providence créatrice, n'est-ce pas, qui a pourvu non seulement
cette chose bizarre que le peuple règne, quoi qu'il se passe, parce que s'il sollicite son cœur, il a ce droit-là qui lui est tout de suite. C'est pas avec la tête qu'on va voter, vous le savez. C'est pourquoi ces élections ont cette forme-là. Qui vote beaucoup en France, et de loin le plus, ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Donc c'est pourquoi on a Macron qui joue au beau, Marine Le Pen parce que c'est une femme, Asselineau parce qu'on ne sait pas. Non, je plaisante, mais... Non, mais il n'a pas de sex-appeal, Asselineau. Il est séduisant comme un tournevis. Enfin, bon. Non, c'est pour vous dire que tout a été concocté de cette manière. Si vous avez le temps de vous poser et de montrer sur 20 la note qui convient, c'est-à-dire est-ce qu'il parle vrai, juste, est-ce qu'il est sincère, etc., etc., vous allez trouver un truc totalement inattendu. Enfin, si. C'est-à-dire le bon vote contre, déjà. Parce qu'en réalité, vous le savez, tout le monde le sait, c'est au deuxième tour que ça va se jouer, il n'y aura que 2 personnes, c'est comme au tennis. Il ne peut y avoir qu'un ou une gagnante. Vous avez vu aux États-Unis qu'il n'y a pas eu de guerre civile, mais que tout est fait pour qu'il y en ait une. Par les médias notamment, par les prises de position de sous-fifres politiques ou machin, et qu'il y en a une qui s'est effacée après l'élection, immédiatement, c'est Madame Clinton. Et pourquoi s'est-elle effacée après les élections? Parce qu'elle a été menacée de procès, parce qu'elle est impliquée dans 6 meurtres. C'est chouette, hein, les États-Unis. Mais quand on est impliqué dans des meurtres aux États-Unis et qu'on a de l'argent, on peut plaider longtemps. On a essayé de faire une guerre civile, non pas seulement aux États-Unis, mais avec la Russie, qu'on a accusé d'être intervenue. Là, on dit la Russie intervient, mais en France, il y a un haut gradé de l'armée a dit que ce n'est pas possible que les Russes interviennent, ne serait-ce que même par Internet. Et c'est pareil aux États-Unis, ça a été démenti absolument. Technologiquement, c'est possible, mais politiquement, c'est totalement impossible. On ne peut absolument rien faire. Oui. C'était juste pour masquer la manipulation interne qui était un petit peu opérationnelle. C'est exactement cela. Il en va de même ici. Or, il y a quelqu'un qui a balancé parce qu'on essaye de l'assassiner, et c'est le dernier personnage dont je vous parlerai, François Fillon, dont le nom résonne assez mal en français populaire, n'est-ce pas? L'avoir dans l'os, c'est à peu près ça, dans le fion. Bon, cet homme-là, c'est pas qu'il soit parfaitement honnête, fiable, malgré son nom, etc. Mais... compte tenu de ce qui lui est tombé dessus, il doit s'attendre à ce qu'on le regarde de très très près. Il se pourrait que lui tire une carte inattendue, etc., etc. Donc, vous avez les éléments en main. Est-ce que vous devez aller dans le sens traditionnel? C'est donc faire tout votre possible pour élire quelqu'un dont la mentalité, le comportement est propre et ne pourra pas être dévoyé par l'exercice du pouvoir. Donc il faut se rappeler, avant de voter, que nous avons une responsabilité énorme, en réalité. Qui est-ce qui a des enfants? Allez, je vais prendre Alexandre, parce que j'en connais au moins un des deux. C'est pour dire qu'en réalité, les Français vont se réveiller. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont des enfants, pour la plupart, et qu'ils veulent que ces enfants soient heureux. Ils ne savent pas si le bonheur émane de la tranquillité financière, politique. Ils ne savent pas. Ce qu'ils veulent, c'est éviter les boulettes. Parce que la seule manière de bien vivre maintenant, c'est pas voter pour ceci, pour cela, pour machin, pour truc, c'est voter pour le moins pire. Donc, vous avez noté dans cette phrase que nous avons le choix entre le pire, parce que tout le monde a peur de la réaction de l'international, de la réaction de l'Europe, de la réaction économique, des cristal. On parle déjà d'un krach financier si la France sortait du... Donc, simplement, on nous met en face de scénarios qui n'ont aucune chance d'exister. Mais on les fait vivre parce que on domine le peuple français par toutes les pressions, dont la pire de toutes est la peur. Ça marche. Donc, mon conseil, vous n'avez pas à avoir peur parce que c'est vous qui devez faire peur aux escrocs, aux corrompus, à la classe politique. Et vous avez plusieurs possibilités, dont la première, c'est celle énoncée par la principale actrice du vote, la femme, à savoir Internet. Mais vraiment,
en âme et conscience, regardez chacun des candidats, essayez de vous renseigner et paf, après. On est très peu nombreux aujourd'hui, mais peut-être que cette vidéo passera avant, on ne sait jamais.